Bienvenue dans l'Africa Newsroom. Nous sommes ensemble pour 1 heure de décryptage de l'actualité africaine. Et en cette semaine spéciale école d'ingénieurs en Afrique, notre dossier du jour sera consacré à l'école polytechnique de Thiès au Sénégal. En sommaire également, multiples grâces présidentielles en Gambie. Le chef de l'État Adama Barrow a décidé de faire libérer plus de 170 prisonniers ce 18 février. L'État et les organisations de défense des droits de l'homme vont par ailleurs installer une commission d'enquête pour élucider tous les cas de disparition sous le régime de l'ancien président Yahya Jammeh. Mohamed Abdullahi Mohamed, officiellement 9e président de la Somalie, désigné par 184 parlementaires ce 8 février. Le chef de l'État a prêté serment ce mercredi. Âgé de 54 ans, il remplace Hassan Sheikh Mahamoud et doit faire face à d'immenses défis. Ils sont avec nous sur ce plateau pour en parler. Bienvenue à Basseli Yorobi, start-up ingénieur. Bienvenue également à Ibrahima Silla, enseignant en sciences politiques. Et enfin, bienvenue à notre éditorialiste Jean-Marie Bitomo. Bonsoir Diarra et bonsoir à tous nos téléspectateurs et téléspectatrices. Tout de suite, l'info du jour. Le nouveau président gambien libère tous les détenus sans jugement. Le chef de l'État Adama Barrow a annoncé ce 18 février la mise en place par ailleurs d'une commission d'enquête sur les disparitions sous l'ancien régime de Yahya Jammeh, qui était régulièrement accusé de nombreuses violations des droits de l'homme. On fait le point avec Ibrahima Doumaba et Zahra Mohamed Moutiou. Une nouvelle ère s'ouvre pour les droits de l'homme en Gambie. Le nouveau chef de l'État Adama Barrow l'a récemment annoncé. Plus de 170 détenus s'apprêtent à être libérés. Ils ont été emprisonnés sans aucun jugement sous le régime de l'ancien président Yahya Jammeh. Le ministre de la Justice va recevoir des informations au sujet de tous ceux qui ont disparu sans laisser de traces. Une commission chargée des droits de l'homme sera installée sans délai pour compléter les initiatives du ministre de la Justice. Ces dernières années, de nombreuses personnes ont été déclarées disparues en Gambie, notamment des opposants politiques et des journalistes. Des meurtres ont également été rapportés, comme ceux de Solo Sandang et de Deida Aïdara. Tous ont été attribués à l'ancien régime. Au-delà du symbole, c'est-à-dire de cette volonté de réhabiliter l'état de droit en Gambie, à la sortie d'une dictature qui aura duré 22 ans, où les droits de l'homme auront été mis à mal, il était heureux qu'on ait un président, bien sûr, qui érige au rang de priorité l'application des droits de l'homme, en élargissant effectivement ses détenus, mais aussi effectivement en essayant de faire la lumière sur le passif des droits de l'homme en Gambie, qui, je le rappelle, est un passif très lourd. Yahya Jammeh était l'homme fort de la Gambie pendant 22 ans. Et durant toutes ces années, son régime a été fustigé par les Gambiens et la communauté internationale. Un régime qui a bafoué les droits de l'homme, des droits de l'homme que le président Adama Barrow souhaite désormais restaurer. Jean-Marie, la libération de prisonniers politiques, ça ne peut être qu'une bonne nouvelle à l'heure où l'Afrique tente finalement de se démocratiser au maximum. Je pense que c'est une bonne nouvelle. Quand on connaît l'environnement politique qui a sévi en Gambie, c'est-à-dire pendant pratiquement 20 ans, on a vécu une dictature. Je pense que le nouveau président qui arrive tend à sécuriser, si vous voulez, l'environnement du pays. Et je pense que c'est une bonne chose dans la mesure où on sait que ça a été très, très chaotique, la transition. Donc, je pense que le geste est très symbolique et très, très important. C'est pour tout simplement faire comprendre aux gens que, bon, là, vous avez vécu sous une dictature. Il y a une ère nouvelle qui s'ouvre par rapport, si vous voulez, aux citoyens gambiens. Et j'espère bien que ce sera une nouvelle période qui va permettre à la Gambie de recouvrer, si vous voulez, les droits démocratiques de tous les citoyens, dans la mesure où nous savons que les droits de l'homme ont été énormément bafoués, d'après ce que nous avons appris durant les mandatures précédentes, puisque ça a duré plus de 20 ans. On voit, Monsieur Silla, que la justice est un des piliers, finalement, d'Adama Barrow, qui donne un petit peu le ton avec ces libérations, mais aussi des arrestations qui ont eu lieu, comme le chef des renseignements qui vient d'être arrêté ce lundi. Est-ce qu'il va y avoir d'autres arrestations ou une espèce de chasse aux sorcières dont on parlait avant, avant il y a quelques mois? L'expression peut-être est trop forte. Chasse aux sorcières, ça voudrait dire peut-être qu'il y a des gens qui n'ont rien à se reprocher, qui pourraient être inquiétés. Mais en l'occurrence ici, je suis tout à fait d'accord avec vous.
il est en train d'organiser des arrestations d'une part parce qu'il y a des gens qui ont des choses à se reprocher, qui ont commis des crimes qui sont totalement condamnables et il faut que force revienne à la loi et c'est tout à fait normal. Et d'autre part, il est en train de libérer des gens qui ont été injustement condamnés. Et je pense que c'est tout à fait normal. Et cela nous montre encore une fois qu'en Gambie, pendant longtemps, on a eu un régime sur Yahya Jammeh qui a fonctionné en violant tous les droits les plus élémentaires des citoyens. Et aujourd'hui, libérer ces gens qui n'ont pas été jugés, mais qui avaient été condamnés et quelquefois arbitrairement pour des questions liées à la vie politique, par rapport à des positionnements politiques ou à des oppositions politiques, et retrouver aujourd'hui un Adama Barrow qui vient de démarrer, il a encore beaucoup de choses à faire. Il n'est pas aujourd'hui dans l'arbitraire, mais il est en train, en tout cas, je pense, de prendre la voie pour restituer un certain nombre de droits, consolider la démocratie en Gambie, si on peut parler de consolidation, parce que je pense qu'il n'y avait pas de démocratie jusqu'à présent. Et on ne peut que saluer ce type d'actes qui, au-delà de la symbolique de l'acte, je pense que c'est des gestes, c'est des actes éminemment politique qu'il est en train de poser quelque part pour rassurer la communauté internationale, mais aussi pour rassurer les premiers concernés, les Gambiens, qui avaient besoin de cette fraîcheur, qui avaient besoin de cette nouvelle page pour en tout cas lancer peut-être la Gambie vers des lendemains meilleurs. Jean-Marie, on parle plus globalement cette fois d'Afrique. Est-ce qu'on peut vraiment parler de vent de démocratie qui souffle en Afrique quand on voit qu'il y a quand même d'autres pays africains où il y a beaucoup de prisonniers qui restent emprisonnés sans jugement? Vous savez, nos systèmes politiques africains, c'est-à-dire ce sont les systèmes qui ont beaucoup fonctionné sur l'injustice. Une injustice tout simplement. Pourquoi? Parce qu'en Afrique, nous avons compris que quand on est sur la scène politique, dans le cadre politique, la politique, c'est-à-dire c'est la discussion des idées. Ce n'est pas un combat de personne à personne. C'est-à-dire chacun est là pour pouvoir défendre son point de vue, qu'est-ce qu'il trouve de mieux pour diriger nos sociétés. Mais malheureusement, la plupart du temps, vous avez quelques pays qui sont sortis de là, c'est-à-dire là où vous avez la démocratie qui fonctionne. Mais vous avez encore la plupart des pays en Afrique, si vous voulez, dans lesquels vous n'avez pas la démocratie qui fonctionne en tant que telle. Donc, de mon point de vue, j'estime que pouvoir bâtir cette démocratie-là en faisant avancer les Africains, parce que cette démocratie-là, vous savez, les Occidentaux nous disent toujours que nous, la démocratie, c'est un luxe pour nous, les Africains. Comment est-ce que la démocratie peut être un luxe pour un individu? Quand on se trouve dans le champ politique, sur le champ politique, qu'est-ce qu'on défend ses idées? Ce n'est pas un combat d'homme à homme. Vous pouvez ne pas être d'accord sur les idées, mais il est important, c'est-à-dire de savoir que dans le pays, tout citoyen a les mêmes droits. Les fonctions viennent après, c'est-à-dire que vous soyez ministre, que vous soyez président de la République, c'est une fonction en tant que telle. Mais malheureusement, chez nous en Afrique, on a pris ça comme si c'était un droit personnel, c'est-à-dire à exercer. Est-ce que, M. Sylla, vous pensez qu'on arrivera sur du court terme à finalement ne plus avoir de prisonniers politiques sur le continent? Ça va être difficile parce qu'il y a des pays prometteurs comme le Sénégal. On pensait qu'il n'y aurait plus de prisonniers politiques. En tout cas, on ne peut pas peut-être parler de prisonniers politiques, mais on a le sentiment que quelquefois, il y a des décisions de justice qui sont totalement politisées, qui sentent une certaine odeur politique à tel point qu'on peut penser qu'il y a encore une fois un déséquilibre des pouvoirs en faveur du pouvoir exécutif. Et que souvent, on a des magistrats, on a une justice quelquefois qui est manipulée, qui est utilisée pour inquiéter les adversaires politiques. C'est ce qui est en train aujourd'hui de se passer au Sénégal. Ce n'est pas le but de sujet de débat, mais effectivement, on sent qu'il y a quelques tensions effectivement, au Sénégal. qu'il y a ce problème qui se pose. La démocratie, au-delà du fait que c'est peut-être un modèle de gouvernement, un type de régime politique, reste quand même un certain nombre, un régime qui doit être marqué par un certain nombre de pratiques démocratiques. On peut se targuer d'être démocratique, on peut vanter les qualités de la démocratie, se dire démocratique, mais dans les faits, on constate que beaucoup de pays africains restent encore très en retard par rapport aux avancées démocratiques qu'on attend de ces types de régimes. On va à présent parler de la Somalie. Élu le 8 février dernier, le président Mohamed Abdullahi Mohamed a été investi ce mercredi 22 février à Mogadiscio. Il devient le 9e président somalien depuis l'indépendance. Durant la campagne, il avait promis de lutter contre la corruption et d'améliorer les conditions de vie des Somaliens, et notamment côté santé et sécurité. Les précisions de Fanny Mounichi. Mohamed Abdullahi Mohamed, officiellement investi dans ses fonctions. Le nouveau président somalien a prêté serment ce mercredi 22 février. Pour des raisons de sécurité, la cérémonie s'est déroulée à l'aéroport de Mogadiscio. La problématique sécuritaire sera d'ailleurs l'un des principaux défis du chef de l'État dans un pays où le groupe terroriste Al-Shabaab continue de mener régulièrement des attaques.
Je promets personnellement de bâtir un bon gouvernement qui mérite votre confiance. Je veux rivaliser avec le monde en termes de développement et de progrès et vous devez travailler avec le gouvernement en matière de sécurité. Son prédécesseur, le président sortant Hassan Sheikh Mohamoud et son administration ont fait face à des critiques publiques pour des scandales de corruption. La lutte contre ce fléau devrait également être l'une des priorités du nouveau président somalien. Parmi les candidats à la présidentielle, les gens disent qu'il était le moins corrompu ou probablement pas corrompu. Il n'a jamais bénéficié d'argent illicite. C'est vrai qu'il est difficile de savoir la vérité exacte. Mais je pense clairement qu'il a signalé plus que tout autre chef sa volonté et son intention de s'attaquer au problème de la corruption. La Somalie fait face à d'importantes rivalités politiques des différents clans et des régions avec le gouvernement fédéral. Elle pourrait aussi être touchée par la famine dans les prochains mois. Selon l'ONU, 5 millions de personnes seraient menacées. Jean-Marie, le président Mohamed Abdullahi Mohamed est-il vraiment ce président Messi attendu depuis un quart de siècle par le peuple somalien? Beaucoup d'espoir autour de ce président. Attendons et voyons, on dira tout simplement pourquoi. Parce que je ne crois pas souvent à l'homme présidentiel. Tout simplement pourquoi? Parce que une société, c'est d'une complexité telle qu'il y a une entropie telle que c'est très très difficile de pouvoir juger une personne et dire que c'est la bonne personne à la bonne place. Maintenant, attendons voir ce qui va se passer, parce que la Somalie, ça c'est encore, de mon point de vue en tant qu'analyste, je me dis que la Somalie, ça fait depuis des décennies et des décennies que la Somalie est plongée dans une insécurité, une instabilité chronique. Et le président s'est donné 2 ans pour éliminer les Chebabs. Bon, s'il se donne 2 ans pour pouvoir éliminer les Chebabs, c'est une bonne chose. Durant toutes ces années, lui, c'est fixé pour objectif 2 années. Ça, c'est un bon objectif, tout simplement. Pourquoi? Est-ce qu'il est réalisable surtout? C'est réalisable, parce que je dis toujours une chose sur ce plateau, c'est que c'est la volonté politique qui nous tue en Afrique, tout simplement. Pourquoi? Si vous n'avez pas de volonté politique pour faire avancer les choses, qu'est-ce qui se passe? La Somalie aujourd'hui est plongée depuis des décennies dans une insécurité, dans une instabilité qui fait en sorte que ça profite à une certaine frange de la population. Ces gens-là, c'est-à-dire pour eux, cette insécurité-là leur permet de s'enrichir derrière. Nous le savons très très bien. On a l'impression que quand il y a la guerre sert à certaines personnes, à certaines catégories de la population, tout simplement. Pourquoi? Parce que ces gens-là, la Somalie, tout comme le Soudan, ce sont des pays qui vivent sous quoi? Sous pratiquement assistance internationale. Qu'est-ce qui se passe? Ces fonds-là, comment est-ce que ces fonds-là sont gérés? Comment pouvez-vous expliquer aujourd'hui, nous, en tant qu'Africains, que vous avez une guerre qui dure pratiquement, une guerre civile qui dure pratiquement depuis des décennies et des décennies, et qu'on n'arrive pas, en 2 ans, il va venir et élaborer une stratégie capable d'éliminer ces Chebabs. C'est que je ne crois pas à l'homme providentiel en tant que tel, parce que ça va être très très compliqué pour lui, pour pouvoir asseoir la sécurité sur tout le territoire somalien. Monsieur Sylla, en Somalie, la question n'est pas de définir les priorités, là tout est prioritaire visiblement, mais de les ordonner. On a parlé de sécurité, finalement on commence par quoi? On enchaîne par quoi? À entendre les Somaliens, il y a le problème de la corruption. Je pense qu'au-delà de la Somalie, ça touche beaucoup de pays africains. Je pense que la corruption reste quelque chose. Mais je pense qu'au-delà de la corruption, l'un des enjeux fondamentaux, centraux pour tout pays, pour toute république, reste la sécurité. Je pense que si on a cette sécurité, mais la sécurité au sens large du terme. Quand on parle de sécurité, il ne faut pas penser seulement à la sécurité physique des citoyens, mais la sécurité économique, la sécurité de l'emploi, la sécurité sanitaire, la sécurité par rapport aux voisins, la sécurité intérieure, la sécurité extérieure, puisque c'est lié aujourd'hui. L'intérieur, l'ennemi de l'intérieur et l'ennemi de l'extérieur. Et tout cela dans une Afrique, corne de l'Afrique un peu trouble avec la porosité des frontières, tous ces problèmes. La Somalie reste l'un des pays en Afrique extrêmement malmené depuis 30 ans par une certaine instabilité politique. À tel point qu'aujourd'hui, il ne faut pas oublier que Mohamed Farmajo était Premier ministre, a été déjà Premier ministre. C'est pour ça que je suis moins optimiste que vous, en disant qu'en 2 ans, il va régler les problèmes. C'est un homme, malgré tout, je ne vais pas dire du système ou du sérail. Je ne croyais pas à l'homme présidentiel. Voilà, je ne crois pas à l'homme présidentiel. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'il a quand même donné le ton. Il y a eu un attentat dimanche à Mogadiscio. Il est venu, il a promis $100 000 à quiconque lui donnait des informations. Il a aussi, il s'est rendu sur place, sur le terrain,
terrain, est-ce qu'il essaye de se différencier de ses successeurs, Jean-Marie? Se différencier de ses successeurs, est-ce qu'il aura les moyens? C'est surtout ça chez nous en Afrique. C'est-à-dire qu'on peut avoir de la volonté, il y a la volonté d'un côté, mais de l'autre côté, il faut avoir les moyens logistiques pour pouvoir venir à bout, si vous voulez, d'une guerre comme celle-là. C'est pas une décision qu'on prend tout seul dans son coin. Il nous a parlé de l'intérieur et de l'extérieur là tout à l'heure. Il va d'abord falloir sécuriser le niveau intérieur du pays en tant que tel, pour donner confiance, comment dirais-je, aux acteurs extérieurs qui vont venir en rescousse éventuellement pour pouvoir accentuer ce mouvement-là, l'amplifier d'une certaine façon. Si le mouvement, si vous voulez, d'éradication des différentes factions qu'on a sur le territoire somalien prend la bonne route, je pense qu'on pourra aller jusqu'au bout. Surtout, la difficulté, excuse-moi, reste quand même les Chebab, que ça va être difficile de mener la lutte, de traquer des gens qu'on a du mal à repérer sur le plan géographique, dans le domaine géographique, à les situer même sur le territoire. C'est des gens qui bougent un peu, qui sont là à l'improviste, ils sont dans la ville, ils sont un peu dans les... Et c'est donc un grand défi, monsieur. C'est un grand défi parce qu'on se retrouve, si vous voulez, dans une lutte asymétrique. C'est-à-dire, vous avez une armée qui est en face, et de l'autre côté, c'est-à-dire vous n'avez pas un ennemi, des individus, isolés, si vous voulez, isolés. Qui sèment la donc, terreur. ce qui fait en sorte que ça va être très, très difficile. Donc, c'est un combat de très, très longue haleine. C'est-à-dire, il faudrait, là, les Chebab, comme on a dit, les Chebab ont des parties de territoire qui sont contrôlées par eux. Donc, ils ne vont pas vouloir les lâcher comme ça, tout simplement. Pourquoi? Parce que derrière, vous avez des retombées économiques. Ils ont même annoncé qu'ils allaient attaquer le nouveau président somalien. Monsieur Yorobi, au vu de la situation somalienne, sécuritaire, économique, est-ce que vous pensez que ce nouveau président peut donner une nouvelle impulsion? Alors, moi, mon avis, il est très simple. Je ne pense pas que ce nouveau président puisse donner, en fait, un nouveau souffle à la Somalie. Le schéma classique aujourd'hui de tous les États africains, c'est le même. C'est qu'il y a toujours un tiers qui sont des rebelles, il y a toujours deux partis, plusieurs partis, et dans ces partis-là, il y a forcément une partie privilégiée, dont l'ethnie de ce président-là. Et il ne faut pas oublier que ce président-là, ce nouveau Premier ministre qui arrive, il était avant Premier ministre, et là, il va venir essayer de pouvoir, en fait, résoudre le problème. Mais comme l'a dit tout à l'heure les experts, c'est que il y a ces Chebab-là qui bougent énormément. Il n'a pas aujourd'hui les outils qu'il faut pour pouvoir contrecarrer en fait ce système-là. Espérons qu'il sera aidé à la limite, si par exemple il avait un outil, par exemple d'open data, c'est-à-dire des outils qui permettraient aux populations en local de pouvoir communiquer avec le pouvoir, donc un outil de transparence, mais un outil qui n'existe pas, comme dans bon nombre de pays africains. On n'a au-delà même des data, la population peut être appelée à participer à ce débat sans forcément d'avoir des données, mais venir tout simplement dans cette lutte asymétrique, il y a une chose qui est importante de dire, c'est-à-dire c'est de sensibiliser la population. La population, si vous voulez, c'est le maillon fort, c'est-à-dire dans nos déstabilisations que nous connaissons en Afrique. Tout simplement, pourquoi? Parce que nous n'avons pas des armées qui sont suffisamment équipées pour pouvoir faire ce travail-là. Pour terminer, ce qu'il doit réaliser, c'est l'État-nation, la citoyenneté. Parce que la Somalie reste marquée par ce système clanique, par des clans. Il faut récompenser tel clan, trouver un équilibre pour que la paix puisse être assurée. Il faut sortir de ce système clanique. Ce qu'il doit réaliser dans une république digne de ce nom, c'est réaliser l'État-nation. Les gens ont un lien qui va les unir, c'est l'idée, le lien, ce qu'on appelle la citoyenneté. Cette citoyenneté qui permet d'éviter le narcissisme des petites différences, qui permet de réaliser l'unité nationale autour d'une seule et même valeur de citoyenneté. Et je pense que s'il réussit ça, il pourra mettre la Somalie vers les chemins du développement et de la stabilité. Nous allons à présent marquer une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de l'Africa Newsroom.